Feu et fureur. Le contingent d'Akshi de la croisade de la comète possédait la plus grande puissance de feu parmi les hostes mortels du dieu roi, et il était mené par la charismatique première maréchale Thalia Vedra. Sa progression initiale sur le vaste Aride fut marquée de grandes victoires, et elle semblait inéluctable. La moitié de la croisade de la comète originaire d'Akshi débuta son odyssée avec la témérité et l'agressivité typiques des peuples du royaume du feu. La première maréchale Vedra était déterminée à ce que ses soldats traversant les plaines de cendres de Capillaria et atteignent leur destination avant les colonnes vertes de croisée de leur cité sœur. C'est pourquoi elle prit personnellement la tête de l'expédition. La lionne de l'Aride imposa un rythme effréné à ses guerriers dès qu'ils passèrent les portes de Amerol-Aksha. En quelques heures, les hommes-fers et les fusillés étaient en sueur et maugréaient en progressant au rythme des hymnes des prêtres de bataille. Thalia Vedra prit en revanche soin de partager les efforts de sa troupe. Elle semblait partout à la fois, les encourageant avec ses paroles et ses blagues grivoises qui confirmaient sa réputation de commandante proche de ses hommes. À la tête de la colonne, la pontifex Zenestra et ses cultistes de la Grande Roue se pliaient à cette marche forcée sans se plaindre. Thalia Vedra avait quelques inquiétudes concernant le zèle excessif des fidèles de Zenestra, mais aucune croisade ne partait sans des représentants des cultes Unberogen, dont la présence était essentielle pour le moral des troupes. Pour leur part, les sécateurs de la roue ne demandaient jamais de pause, au grand étonnement de leurs camarades des guildes franches. De toute façon, les croisés auraient bientôt d'autres chats à fouetter que leurs pieds endoloris et leurs chemises trempées de sueur. Premier sang. La première grande bataille de la campagne se produisit lorsque les éophores traversèrent la vallée de cendres au sol de sable sulfureux, bordée par des falaises de basalte. Il y eut une cacophonie de beuglements et de tintements métalliques, puis l'ennemi dévala les flancs de la vallée de part et d'autre des croisés. Des mâchefers du clan Cogne-sang, au visage maculé de sang et aux qui-coupes aussi acérés que des crocs de vouivre. Chaque Aurouk était 2 fois plus large et bien plus grand qu'un soldat des guildes franches. Et leur rang comptait aussi des bandes de grognier-tripes dont les sabots faisaient trembler le sol. Le chef des Cogne-sang était Gros-Claw, le déchiqueteur, un mégaboss énorme qui avait flairé là l'occasion de déchaîner toute la violence de ses combattants. La première maréchale Thalia Vedra aboya quelques ordres et ses éophores formèrent la ligne, érigeant un mur de boucliers aussi solide qu'un rempart, le tout hérissé de pointes et de bouches à feu. Lorsque les Aurouks arrivèrent, à 500 pas, les canons et les mousquets lâchèrent une salve tonitruante. L'air s'emplit de fumée. La mitraille tua des dizaines d'Aurouks. Un adversaire ordinaire aurait tourné les talons face à une telle puissance de feu, mais pas les Cogne-sang, qui continuèrent sur leur lancée, mais de façon désorientée à cause de la fumée et des cadavres. Des corps à corps finirent par éclater par endroits, ce qui était à l'avantage des mâchefers. Les qui-coupes faisaient des ravages contre les éophores surclassés. Alors que la ligne était sur le point de céder, des corps de guerre résonnèrent. Chevauchant Infernacre
une manticore aux ailes de chauve-souris féroce, Thalia Vedra chargea dans la mêlée à la tête de ses cavaliers d'élite. La lame de Vedra scintillait comme une étoile d'azur alors qu'elle s'abattait, fendant les crânes et les armures des Aurochs. Apercevant Gros-Clos, le déchiqueteur, Vedra éperonna Infernacre qui bondit sur le mégaboss, le faisant tomber à terre avant de le piquer à plusieurs reprises avec son dard. La lame de la première maréchale frappa, et un cri de triomphe s'éleva des rangs des éophores lorsque la lionne brandit la tête coupée de son adversaire. Il fallut plusieurs heures de combat acharné pour exterminer les mâchefers, qui étaient aussi obstinés en défense qu'ils l'avaient été en attaque. La bataille de la vallée de Cendre fut la première victoire répertoriée dans les annales de cette croisade de la comète. Cependant, la joie des vainqueurs fut de courte durée. Alors que Thalia Vedra parcourait le champ de bataille jonché de cadavres d'Aurochs sous les acclamations de ses soldats, le preste-lame Hercus Yalt vint à sa rencontre. Il apportait de tristes nouvelles en provenance de Amerol Aksha. Dès que la croisade était partie, un host de cornes avait surgi des désolations pour assiéger la ville. Pire encore, il avait des rapports faisant état d'attaques depuis l'intérieur de la ville, car les Skaven étaient sortis en nombre des catacombes. La maréchale Thalia Vedra était furieuse, car elle n'avait pas le choix. Elle devait rentrer avec une partie de son armée pour libérer Amerol et laisser le destin de la croisade entre les mains de ses rivaux. L'éveil du Troggoth. Alors que les croisés d'Akshi combattaient sur les plaines de cendres de Capillaria, un désastre s'annonçait à l'est, près de Brise-Trêve, la destination suivante de la croisade. Un mal ancien s'était réveillé de son sommeil, avec le besoin pressant de détruire tout ce qui croiserait son chemin. Trug, Trug, Trug. Ce nom résonnait dans les montagnes de la chaîne adamantine, repris en chœur par les grottes et les troggrottes. Il parvenait jusqu'aux oreilles des pierrotueurs et des guildes franches, qui surveillaient les frontières. Partout où il était entendu, le malheur ne tardait jamais à frapper. Loin de là, dans une région oubliée de Giran, appelée Androkeia, le roi des Troggoth hibernait dans un immense moidjit au cœur d'un dédale de cavernes. Il sortit de son sommeil séculaire lorsque l'air de la bête atteignit son apogée, quand un afflux d'énergie vitale investit ses vieux os. Même si Trug ne pouvait pas le savoir, cette vague de puissance de la vie était due à un grand rituel célébré par la reine éternelle Alarielle afin de rendre sa splendeur à son empire naturel. Pour le Troggoth, c'était qu'une interruption agaçante de son sommeil. Grommelant et ouvrant les yeux, Trug essaya d'ignorer les émanations en provenance de l'autel attaché à son dos. C'était une structure antique qui avait fusionné avec son corps sous l'effet de la magie et qui pouvait canaliser le pouvoir élémentaire des royaumes par le biais d'une ouverture cernée de runes. Le rugissement de la magie débridée emplit la grotte de Trug. Mais la capacité d'un Troggoth à dormir en dépit de toutes les turbulences était légendaire. Il faudrait plus que de la magie d'Alarielle pour le forcer à bouger. Trug dormit bon an, mal an, pendant quelques jours de plus avant qu'un autre son encore plus irritant le réveille vraiment.
Bragitt, la grande gueule, le plus insupportable de tous les fauteurs de troubles, fit irruption dans le Moadjid de Trogoth après s'être perdu dans les montagnes d'Akshi. Il était arrivé là en empruntant imprudemment une porte de royaume perdue dans les jungles du royaume de la vie. Bragitt n'avait jamais vu un Trogoth aussi énorme, et il imagina immédiatement les carnages qu'un tel monstre pourrait provoquer chez les hommes, qu'il détestait tant. Bragitt fit donc ce qu'il savait faire de mieux, un vacarme assourdissant en frappant ses armes l'une contre l'autre et en réveillant des squeaks chauves-souris afin qu'ils se mettent à piailler tout en ajoutant ses propres cris à la cacophonie. Grognant, en se tenant le crâne à cause de la migraine, Trugg se leva péniblement et commença à faire des moulinets avec sa masse dans l'espoir d'écrabouiller le responsable de ce tintamarre. En se relevant, la machine ésotérique sur son dos percuta le plafond et se mit à cracher des étincelles et des fourches d'éclairs magiques. Bragitt savait à quel point un Trogoth en colère est dangereux, et préféra sagement s'éclipser au moment opportun. Il prit néanmoins soin que le roi des Trogoths puisse voir où il fuyait et le suive. Il parvint ainsi à l'amener, malgré lui, à travers la porte de royaume vers Akshi. Sachant qu'il n'avait aucun moyen de le contrôler davantage. Lyre de Trugg, Bragitt se dirigea ensuite vers Amerolaksha pour commettre de nouveaux méfaits. Finalement, l'énorme Trogoth arriva sous la lumière rougeâtre du jour, au sommet d'une montagne. Devant lui s'étirait l'immensité du vaste aride, partiellement voilé de nappes de nuages d'un jaune sulfureux. Ce paysage était parsemé de lumières tourbillonnantes, aveuglantes, qui lui vrillèrent les yeux. La migraine que cela lui provoquait refusait de partir, même quand il se cognait la tête contre la pierre volcanique. Par conséquent, de cette manière si directe propre au Trogoth, Trugg identifia la lumière douloureuse la plus proche et se dirigea vers elle pour la pulvériser. Elle et tout ce qui lui barrerait la route. La colère du roi des Trogoths. Alors qu'il traversait les déserts, les plaines de lave et les désolations de cendres, Trugg remarqua à peine les créatures qui se mettaient à le suivre, tant il était omnibulé par son objectif. Même si le Trogoth ne le comprenait pas, il suivait les lignes de magie primordiale qui zébraient le sol du royaume. À l'insu de la plupart des mortels, ces rivières de flux géomantiques sillonnaient les terres et les reliaient de puissants sites mystiques qu'on appelait nexus géomantiques. Que ce soit par intuition ou intentionnellement, les peuples civilisés des royaumes avaient érigé leurs villes et leurs forteresses autour de ces endroits. Et le long de ces lignes telluriques qui les reliaient se trouvaient donc, pour leur plus grand malheur, sur le chemin de Trugg. Les premiers à subir la colère du roi des Trogoths furent les deux magmaphores de Asgard et de Rufig. Asgard et Rufig, qui étaient liés l'un à l'autre par des serments de sang et d'honneur. C'étaient des vassaux de Vostarg, la plus grande et la plus influente des dynasties de pyrotueurs, et des merveilles de construction du Hardin. Reliés par des tunnels ciselés et protégés par des murs magmiques, ainsi que des portes en fer runiques. Ils tombèrent au bout de 12 nuits. À moitié aveuglés par la douleur et la peau noircie par les flammes,
Trugg défonça les portes de Asgard pour sortir de la citadelle en piétinant les Berserkers qui frappaient les jambes pour tenter de le faire tomber. Il était suivi par des Troggoth ventre-roc, palustres et des Moadjit. Ces derniers maniant des troncs de chêne de fer en guise de massue. Il progressait au milieu de la pluie de haches, de jets et de javelots de défenseurs du magmaphore. Parfois, l'un des monstres trébuchait, s'affalant de tout son long, et était alors mis en pièces par les pyrotueurs enragés. Les dynasties runiques des deux loges s'étaient unies pour repousser cette menace, et les pères des runes, Grimnir et Grimnir, avaient fendu de nombreux crânes de Troggoth lorsque les combats avaient menacé le sanctuaire de la chambre-forge d'Asgard. Toutefois, aucun d'eux n'avait pu s'opposer à Trugg lui-même. Chacune des blessures qu'il subissait se refermait en un instant, et il avait tué, une après les autres, les fils et les filles des loges jumelles. Un unique fils des runes, appelé Toul, avait échappé au carnage, car il avait reçu l'ordre de la part de Grimnir de partir à travers les montagnes pour prévenir les forteresses des pyrotueurs du mont Vostargi du désastre qui s'était abattu sur les loges de la chaîne adamantine. Trugg frotta son crâne et grogna. Il avait toujours la migraine. Pire, elle s'empirait au fur et à mesure qu'il se rapprochait de l'orbe de lumière, qui ne quittait plus son champ de vision. Il se fraya un chemin au milieu des ruines du magmaphore et suivit la route qui traversait la chaîne adamantine et s'étirait au-delà.